fermez les yeux un instant et imaginez qu'une autre façon du prendre soin existe, que la prévention et l'holistique sont des évidences, que vos maux et vos maladies trouvent leur sens dans la biologie de votre histoire et que votre parcours de soins ressemble à un voyage vers le bonheur avec pour escale des prises de conscience salvatrices. Bienvenue dans Je peux pas, j'ai l'une, le podcast dédié à la santé intégrative, animé par Fanny Frock, reporter multicasquette, de soignante passionnée à coach thérapeute engagée et même patiente proactive. Seule ou avec un ou une invitée, nous allons faire tomber les frontières entre les médecines conventionnelles et les thérapies complémentaires, créer des ponts entre elles et repartir avec des outils pour prendre soin de soi à mettre en application de suite après l'écoute du podcast. Loin du carewashing, ce podcast est une véritable pépite pour le vivant, à commencer par la santé de celles et ceux qui prennent soin des autres. Bonne écoute. Et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast Je peux pas, j'ai l'une. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette de Carananda. C'est parti. Bonjour Juliette. Salut Fanny. Comment vas-tu ? Très bien. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast et puis tellement contente de passer cette heure, peut-être heure et demie ensemble. Alors Juliette, je vais te présenter un petit peu si tu es d'accord. Ouais. Donc tu es la fondatrice de Carananda, C'est ça. qui est à la fois un cabinet de massage et un centre de formation. Alors, pour le moment. Carananda, c'est quoi ? C'est un pont entre deux cultures, mais aussi deux continents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Ker, ça veut dire le chez-soi, le village, la maison. Et ça vient du breton, de notre chère Bretagne. Et Ananda, qui vient du terme sanskrit, qui veut dire... Alors, dans les définitions, apparemment, c'est très 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 large, mais toi, t'as choisi de garder béatitude, joie de revenir à soi, faire l'expérience de sa propre énergie créatrice. Ouais. C'est tout ça. J'aime bien. C'est beau. C'est à la fois simple, parce que Ker Ananda, ça paraît très simple, mais c'est finalement, quand on fouille, parce que Ker en breton, ça veut dire plein de choses, Ananda, ça veut dire plein de choses, mais l'idée, si je comprends bien, de ce nom-là, c'était vraiment de pouvoir décrire toutes tes activités, tout ton travail, mais aussi ta philosophie, peut-être de travailler et de vie, et tes valeurs. Ouais, c'est surtout, en fait, l'expérience de ce moment de bien-être, quoi, tu vois, c'est d'avoir un moment où on revient à soi, un moment où on se sent bien, un moment où on accède effectivement quelque part à cet état de béatitude, et qu'on le vive dans une séance, dans une formation, enfin voilà, c'est créer un petit peu cette idée-là. Yes. En fait, c'est une expérience. Carananda, c'est une expérience. Ok, ça me va. Ça te va ? Et puis c'est le moment où j'ai créé ce nom-là. Effectivement, je m'installais en Bretagne. Enfin, je prenais la décision de m'y installer complètement. Alors, j'avais vécu à Paris beaucoup avant, et j'ai énormément voyagé en Asie. Donc, pour moi, ça avait du sens aussi d'aller ce côté. Maintenant, je vis en Bretagne et une histoire et de pont, tout ce que j'ai pu voyager. De pont et de racines. Yes. C'est ça. Magnifique. Alors, tu t'es formée un peu partout, avec des noms connus, avec Joël Savatowski et Christian Hieronymus. Que moi, je connais pas, mais est-ce que tu veux bien peut-être nous parler un petit peu de Christian, c'est un grand monsieur du massage. Si t'as jamais lu ses bouquins, si vous avez jamais lu ses livres, il écrit merveilleusement sur le massage. En fait, il écrit comme tu voudrais écrire sur le massage. Tu lis ses livres et tu dis, mais c'est ça que je voudrais dire, c'est comme ça que je voudrais le dire. Il écrit avec le cœur, avec l'âme, enfin voilà. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le grand plaisir et privilège de pouvoir me former aussi, qui a fait énormément évoluer ma pratique, parce que j'avais déjà beaucoup de formations dans les mains quand je suis allée me former avec lui. Et ça a été une grande phase de déconstruction, synthèse, reconstruction, enfin voilà, comme souvent quand on vit une formation riche et profonde. Et Christian apporte notamment un travail avec le souffle qui est absolument passionnant. Magnifique. Étant lui aussi musicien en plus de masser, et il est psychanalyste aussi, donc voilà, il apporte vraiment une compréhension assez géniale du corps.
Bon bah je vais chercher Voilà. ces bouquins, Donc, je va pense, lire parce ces bouquins. que juste avec ce que tu en dis, Tu magnifique. commences par un art de la relation. Ouais, Qui, magnifique. voilà. Rien que Oui, le titre pourtant le dit, titre me parle, mais tu vois, son nom me parle pas. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Tu as ensuite créé ta propre pratique. On en parlera un peu plus longuement. Donc cette approche, tu l'as appelée toucher présence. Donc, c'est très beau. Enfin moi je trouve que c'est deux mots qui vont très bien ensemble. Bah, c'est un lien à mes deux mentors en fait. Hein. Avec Joël, j'ai travaillé le toucher massage. Avec Christian, j'ai bossé la présence, donc quelque part, voilà, il y a un petit clin d'œil aussi. Là aussi, on voit les racines, du coup. C'est ça. Karananda, la Bretagne et l'Asie, et là, bah, toucher présence avec tes deux mentors, quoi. Donc, aujourd'hui, t'enseignes cette pratique sur une formation longue, hein, de 210 heures. Pareil, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Tu as aussi également... Formation longue et modulaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà formé peut venir faire un module de perfectionnement sur une technique, sur un public, voilà. Et puis un cursus long pour les gens qui veulent exercer professionnellement, quoi. Ouais, super. On en parlera un peu plus en détail pour justement imaginer les différents parcours et ce que, comment dire, cette facilité, en fait, que tu proposes de se former avec toi, quoi. Ouais, ben, avec plaisir. Tu es également membre active, je me trompe pas, hein, de la FFMBE, membre active, hein. Assez active, ouais. Donc, moi, que mon temps me le permet, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, historiquement, de toute façon, la Fédé, c'est, voilà, il y a un lien de cœur, important. Je fais partie des gens qui quelque part l'ont créé, d'une certaine manière. Donc, la Fédé fait partie de mon histoire, de toute façon. Ouais, et de ton ADN. Moi, je vais en parler un tout petit peu à ma façon, et puis tu nous en reparleras un peu plus loin dans l'épisode. C'est vrai que moi, j'ai été formée au Shiatsu entre 2010 et 2014. On a beaucoup parlé de la FFMBE à cette période-là, moi, quand je faisais mes études. Et j'ai trouvé, en fait, que c'était vraiment une fédération qui était assez active, assez présente pour soutenir les professionnels du massage, les professionnels dans des pratiques, dans le toucher en tout cas, parce que ils ont un massage large, qui sont pas cantonnés à un type de massage. Et pareil, tu nous raconteras l'historique parce que au niveau de l'historique, il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'important à savoir, mais en tout cas, il faut savoir que c'est une fédération aujourd'hui qui travaille à la reconnaissance de nos métiers. Oui, de tous les métiers du bien-être, en fait. Ouais, c'est ça. Et du massage et du toucher, de façon générale. Mais ouais, je vais faire un peu dinosaure de service quand même, si tu veux que je raconte l'historique de la Fédé. Mais... Oui, mais c'est important, parce que en plus, quand on fait les recherches, on trouve pas forcément les détails, et l'avantage d'un épisode de podcast, c'est qu'on peut vraiment refaire un historique, en tout cas quand on l'a traversé, quoi. Et en tout cas, sachez pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que aujourd'hui, on peut utiliser le terme de massage et qu'il n'est plus cantonné à un type de métier, parce que il y a eu la guerre, hein, il y a 15-20 ans, où le massage, chacun tirait le drap en disant c'est à moi, c'est à moi. Un peu plus en fait, que 15-20 ans. Ouais. Un petit peu plus. Du haut de mes 50 ans, un peu plus que 15-20 ans. 25 ans. C'est ça. On y reviendra dans tous les cas, et tu es aussi autrice de 2 ouvrages, et un ouvrage qui est sorti là, le deuxième, c'est ça. Donc le 6 juin. 2024, et pareil, on en parlera un petit peu plus. En tout cas, les 2 ouvrages, je vais quand même dire les titres maintenant, histoire de donner envie. Le premier, c'est Être zen pour mieux apprendre, favoriser la détente en classe, avec des fiches techniques, donc ça c'est chouette, parce que du coup c'est des fiches pour les enseignants en fait. C'est ça. Pour pouvoir mener des activités très très courtes en classe, sans matériel, sans aller en salle de motricité. Voilà, sans tous les freins qui font qu'on le fait jamais, en fait. C'est ça. On croit que c'est pas possible. Je suis pas formée, j'ai pas le temps, j'ai pas la salle, installer les gamins au sol, ça va être compliqué. Non, rien de tout ça. En fait, on fait debout, assis, à sa place, sur soi, sans matériel, sans se déshabiller, évidemment. Voilà, ça c'était un peu l'objectif du premier, pour faire des breaks mentaux qui permettent de retrouver finalement de l'attention, de la concentration, la capacité de mémoriser. Et puis nourrir le climat scolaire, parce que plus on est bien en classe, mieux on s'entend entre les élèves, mieux on s'entend avec son incite et mieux on apprend. Exactement. Donc, voilà. On le sait aujourd'hui, en plus, c'est largement reconnu, quoi. Quand on est bien en soi et avec les autres, les apprentissages, ils sont meilleurs. Et le petit dernier. Et le petit dernier, c'est l'application de ça, mais au sein de la famille. Ouais.
J'aime beaucoup pour, le titre. Cultiver le bien-être et la complicité en famille. Ouais, la complicité surtout. Moi, je suis convaincue que ce dont les enfants ont le plus besoin pour s'épanouir, c'est de lien. Et en fait, c'est vrai qu'on vit dans un monde où le lien il se distend, on a moins le temps, on est pris par plein de trucs, on a plein d'outils technologiques, etc. Et en fait, revenir à une pratique parent-enfant au sein de la fratrie, avec les potes, enfin... Voilà, et s'octroyer des petits, et pareil, des petits moments de plaisir, c'est sympa. Démystifier que y a pas besoin d'être surformé pour masser non. C'est pas un bouquin de massage. Il y a quelques exercices de massage, Ouais. mais il y a aussi des étirements, des respirations, des visualisations, enfin... Qui font partie de toute façon toucher présence, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que ça va si on s'arrête là pour la présentation brève, ou est-ce qu'il y a un ou deux éléments que tu voudrais rajouter? Non, ça me paraît bien. Déjà, si tu veux qu'on en garde pour la suite. Ouais, c'est ça, on va rentrer dans le vif du sujet après. Alors juste peut-être pour remettre un petit peu de contexte à cet objectif de cet épisode, de ce podcast, où je vais interviewer des professionnels dans l'accompagnement. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller inspirer les auditeurs, les auditrices, vous qui nous écoutez, soit parce que vous avez une envie de reconversion professionnelle et de venir exercer un métier dans le bien-être, dans l'accompagnement, ou parce que vous y êtes déjà, mais il y a peut-être quelques freins, vous avez... Puis, dans tous les cas, peu importe où on en est dans le métier, qu'on en ait 2 heures, 2 jours, 2 ans, 20 ans, en fait, il y a besoin de nourrir, de se former, de s'inspirer, de remettre en question, trouver des mentors, c'est hyper important. Puis peut-être que Juliette ou moi, on peut être vos mentors, en tout cas, on l'espère. Ah, nos mentors, je sais pas, mais en tout cas, contribuer à l'histoire, ça serait pas mal. On va inspirer, en tout cas. Et aujourd'hui, Juliette, pour moi, le grand sujet, en fait, c'est tu es ici pour nous partager comment on devient praticienne en massage. On rentre dans le vif du sujet ? Allez. Bon, c'est quoi être praticienne en massage ? C'est quoi être praticienne en massage ? Vous avez 1 heure. Ouais, c'est ça. Alors donc, le bac, bientôt. C'est beaucoup de choses, en fait. On a la chance et la complexité d'être dans un métier qui est pas réglementé. Oui. Donc être praticien en massage, ça peut être juste avoir appris un protocole de massage et l'appliquer, voilà. Et vendre sa prestation. Et d'ailleurs, je fais souvent réfléchir mes élèves à ce qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est un produit ou un service. Parce que finalement, il y a des dimensions importantes derrière. Il y a des gens pour qui le massage est un produit, ce qui est pas mon cas. Et en fait, tu vois, tu utilises ce terme de praticien en massage ou en massage de bien-être, et c'est un mot qui est constamment en évolution. Et en fait, si tu as regardé sur ma plaque en bas, moi j'ai marqué accompagnement corporel. Parce qu'en fait, dans ce terme juste de praticien en massage, je me reconnais pas trop. Alors, thérapeute, j'aime pas et je veux pas, parce que voilà, c'est pas nos métiers non plus, on fait pas du soin. C'est ça. Et puis c'est aussi réglementé. Il y a tout le côté réglementé qui fait qu'on peut pas l'utiliser. Et puis en plus, moi je me définis pas comme thérapeute. C'est pas, même si on avait le droit de l'utiliser, c'est pas ma manière de travailler. Dans le côté praticien, j'aime bien cette idée de pratique. Et effectivement, on est pour moi dans un métier qui est du ressort de l'artisanat, d'un art aussi. Hein. On est entre l'artisan et l'artiste, en fonction de la façon dont on travaille avec nos mains. Et du coup, moi j'utilise plus ce terme d'accompagnement corporel parce que j'utilise le corps pour accompagner la personne dans son chemin. Et en fait, d'ailleurs, j'ai des gens qui viennent en séance et qui veulent une technique parce qu'ils ont vu sur le site et que du coup, quand ils prennent rendez-vous, ils veulent une technique spécifique. Mais j'ai beaucoup plus de gens qui me disent comment ils se sentent et comment ils auraient envie de se sentir en partant, et on discute ensemble et on trouve ensemble dans l'éventail des techniques avec lesquelles je travaille ce qui va leur faire le plus de bien ce jour-là. Et parfois c'est plus massage, parfois c'est plus énergétique, parfois voilà, c'est aussi l'avantage des années et d'avoir des outils. Oui, c'est que du coup on peut faire des variantes. Et du coup je crois qu'un praticien en massage, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui va venir offrir aux personnes qui viennent en séance un moment de rencontre
avec eux-mêmes en passant par le biais du corps. Mais après, il faudrait rentrer dans les différentes techniques de massage et les différents modes d'installation. Enfin, et là, c'est pas 1 heure qu'on va discuter, c'est 3 jours. Combien de massages justement tu proposes ou combien de pratiques? Enfin, parce que du coup, en effet, comme tu dis, il y a les années d'expérience. Est-ce que quand on a des années d'expérience, on a tellement créé sa pratique qu'on a du mal à dire, ben moi, je peux faire de la bianga, je peux faire du californien, enfin, raconte-nous un petit peu. Alors, il y a un truc qui est clair, c'est que les années passant, je vais avoir 50 ans dans pas longtemps, je crois qu'on simplifie la vie. Un petit peu, hein. C'est un des charmes de prendre de l'âge. C'est ça. Alors, quand j'ai commencé à masser, j'avais une grande carte, Ouais. tu vois, avec plein de techniques. Et puis maintenant, il y a séance. Ouais. Ce qui est en fait vachement plus simple. D'où accompagnante corporelle aussi, c'est hyper logique. Aussi. Alors, accompagnement corporel, c'est pas être accompagnante corporelle non plus, parce que le terme d'accompagnant corporel, il est aussi utilisé pour l'accompagnement en handicap, notamment de pouvoir vivre une sexualité, etc., et d'avoir un accompagnant corporel qui permet de vivre la sexualité avec quelqu'un. Donc, c'est là où c'est super compliqué de trouver avec quel terme on existe aujourd'hui, et c'est, d'ailleurs, on en reparlera, tu disais, mais tout un volant d'action de la Fédé aujourd'hui, de créer une nomenclature, parce qu'en fait, le terme de massage, il est utilisé par les kinés, par les esthéticiennes, par les praticiens de bien-être, et plus personne n'y comprend rien, alors qu'on fait tous des choses différentes. Alors, du coup, j'aime bien ce terme de séance, effectivement, mais on est aussi dans un monde de communication, et si j'écris juste séance de massage sur mon site internet, ça marche pas. Parce que les gens qui viennent en séance, ils ont besoin, et c'est légitime, de pouvoir projeter ce qu'ils vont pouvoir recevoir. Et je suis en train de refaire complètement mon site, on en parlait tout à l'heure, mais et du coup de donner de la visibilité sur les différentes techniques que je propose en séance. Et du coup, il y a un petit peu ces deux facettes, quoi. C'est-à-dire que j'ai, je sais pas, une quinzaine de techniques dans les mains, si vraiment on doit faire un compte. 19. Je crois qu'il y a 19 pages sur les séances. Waouh. Et en fait, dans la réalité des choses, il y a aussi ma main. Et du coup, qu'est-ce qui va être intéressant en séance? C'est que ma main, elle puise dans toutes ces techniques-là pour aller faire le plus de bien à la personne par rapport à ses attentes et ses besoins au jour J quand elle est dans ma pièce. Et comme j'ai en plus un agenda de rendez-vous qui est pris pas mal de temps à l'avance, entre le moment où la personne a pris son rendez-vous, où elle a projeté une séance et le moment où elle vient, parfois il y a un décalage. Donc de toute façon, moi dans mon approche, il y a toujours un temps d'entretien préalable avant la séance pour voir là dans le moment qu'est-ce qui va faire le plus bien, quoi. Tu prends combien de temps à peu près Je prends 1 heure. Donc 1 heure au total? Ouais, 1 heure au total. Et le temps d'échange au démarrage? 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Après, ça dépend si c'est quelqu'un que je vois depuis très très longtemps, si c'est quelqu'un que je vois pour une première fois, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire masser, qui connaît déjà des techniques, qui du coup avoir des questions spécifiques par rapport à ce que je fais. Si c'est quelqu'un qui a déjà regardé le site avant de venir, si, tu vois, il y a en fait, on est dans nos métiers de l'humain et tu les connais aussi. On est dans du cas par cas absolu et donc il y a pas deux structurations de séances qui vont être similaires. Dans ce que tu dis par rapport aux différents massages, moi j'entends aussi cette idée justement d'expérimenter. Tu dis ma main elle sait. Et en fait j'ai l'impression que tu es l'accompagnante ou la praticienne, du coup je sais pas comment tu veux que je t'appelle, ou la professionnelle, c'est bien dire. Tu es la professionnelle. Et on commence même à avoir le droit d'utiliser le terme de masseuse bien-être, mais du coup ça réduit au massage et moi j'ai aussi d'autres techniques avec lesquelles je bosse. Donc en tout cas, la professionnelle que tu es aujourd'hui, elle a été teintée grâce à toutes les pratiques, toutes les techniques, toutes les approches que tu as eues. Est-ce que, pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui se projette professionnel en massage, est-ce que tu conseilles en effet d'aller essayer 1, 2, 3, 4, 19 techniques pour justement ensuite avoir une main et avoir une écoute et avoir cette main qui sait? Dans tous les cas, quand j'ai des élèves qui me contactent en amont en me disant je suis un peu perdue, je voudrais me former en massage mais je sais pas à quelle technique, je sais pas où, etc. Moi je les invite déjà à se faire masser beaucoup.
et à se faire masser beaucoup par des mains différentes, par des techniques différentes. Ouais, super. Pour définir déjà dans leur corps ce qu'ils aiment recevoir, parce que en formation, en tout cas dans la pédagogie telle que moi je la conçois, en formation de massage, on est amené à masser, mais aussi beaucoup à être massé. Et du coup, si on se lance dans un cursus de formation dans une technique qu'on n'aime pas recevoir, c'est un enfer. Alors c'est vrai qu'il y a des écoles où on apprend que à masser. Et on masse sur des gens qui sont là pour prêter leur corps, entre guillemets, sur la durée de la formation. Je m'insurge absolument en faux contre cette approche-là pédagogique, parce qu'en massage, et ça fait partie aussi des choses que moi j'ai beaucoup entendues quand j'étais en Asie, mais on apprend en recevant. Oui. Et c'est recevant que le corps d'un coup réalise et se dit « ça c'est trop bon, ça j'aime pas bien, ah tiens là c'est différent, qu'est-ce que t'as fait ?» Enfin, et du coup une formation où on reçoit pas, on n'apprend pas en fait. Mais il manque 50%. Et il manque... voire peut-être même au-delà. 80, 70. En tout cas 70, 80% je pense. Ouais, tout à fait. Et du coup, en allant dans une formation où on va être amené à donner et recevoir, il faut absolument se former à une technique qu'on aime recevoir. Bien sûr. Sinon, chaque moment d'échange, c'est un enfer, en fait. Donc, ça, c'est pas possible. Et le deuxième truc, c'est quand même une formation de massage, c'est long, c'est un coût. Et donc, du coup, moi, j'incite les élèves beaucoup à aller faire un petit module. Un atelier d'initiation, quelque chose, avec le formateur qui va les former. Oui, bien sûr, avant. Pour voir si, humainement, pédagogiquement, dans l'espace, etc., ça accroche ou pas. Enfin, c'est une implication quand même de se lancer dans ces parcours-là. Le feeling, il est super important et il faut que le courant passe et que l'approche pédagogique, elle convienne, tu vois, parce que c'est pas rien, en fait, de faire une formation de massage, de se mettre à nu, dans tous les sens du terme, devant les autres personnes avec qui on va fonctionner. On se met à nu émotionnellement, on livre des choses extrêmement personnelles. Enfin, moi, je sais que les personnes avec qui je me suis formée, pour la plupart, sont restées des potes proches, parce que on vit quand même des choses, tu vois, intenses pendant une formation de massage. Il y a plein d'émotions qui débordent, il y a plein de choses dans nos histoires de vie qui remontent. Il y a, enfin, le toucher, c'est quand même un des sens fondateurs de nos histoires de vie. Et donc, faut prendre le temps, je crois, vraiment, de se faire masser, de découvrir les techniques et de découvrir la pédagogie avant de se lancer pour de vrai. Avant de dire, je veux faire cette technique et je serai professionnelle dans cette technique toute ma vie, quoi. Carrément. Tout à fait. Merci pour cette précision. Est-ce que, avant d'être professionnelle dans le massage, est-ce que tu as eu des métiers avant, d'autres métiers? Je sais pas, j'ai eu un certain nombre de vies dans cette vie-là. Déjà pour une raison toute simple, c'est quand moi j'ai commencé à me former, c'était pas un métier. C'est ça, c'était pas reconnu. Ah non, mais c'était pas un métier. C'est-à-dire que ça n'existait pas, on n'avait même pas le droit d'exercer. Le massage, quand même, en France, c'était le privilège, l'apanage des kinés. Et à l'époque où moi je suis allée me former en école de massage, tous les gens qui se formaient avaient une autre vie, avaient un autre métier. On venait se former en loisir. De toute façon, on ne pouvait pas exercer. Pour exercer en massage en France, fallait être kiné, point barre. Donc, c'était une époque aussi un peu particulière, du coup, en formation de massage, parce que tous les gens qui venaient là, venaient pour la plupart parce qu'ils bossaient déjà sur le corps. C'était des danseurs, c'était des circassiens, c'était des mimes, c'était des théâtreux, c'était des soignants, c'était... Mais que des gens pour qui le corps était déjà au cœur de leur quotidien. Et en fait, moi, je suis tombée un peu dans la marmite par la danse. Moi, les premiers cours de massage que j'ai pris, et d'ailleurs avec Joël Savatowski, donc, j'avais 15 ans. Ah ouais. Et en fait, j'étais en stage de danse, et on dansait 6, 7, 8 heures par jour. Et en fin de journée, on avait un atelier massage. Ce qui est pas mal en termes de prévention des courbatures. C'est intéressant, en effet. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours comme ça pour le plaisir. Et une de mes profs de danse était aussi formatrice en massage dans l'école de Joël.
Et il se trouve qu'elle habitait aussi dans la ville où moi j'habitais avec ma mère à l'époque à Boulogne, en région parisienne. Et Janine, pour ne pas la nommer, animait une fois par mois un atelier qu'elle appelait Dimanche à Boulogne, où on faisait une journée entière de massage, et voilà, mais pour le plaisir. Et moi, je me suis formée comme ça pendant des années, avec cette logique d'atelier, mais toujours dans la technique de Savatowski, en fait. C'est comme ça, mais c'est comme ça que j'y suis rentrée. Et en fait, de proche en proche, j'ai suivi plein de modules, plein de formations. J'ai rencontré une grosse partie de l'équipe. Et moi, à l'époque, j'ai fait une prépa HEC, j'étais en grande école à l'EDEC. Enfin, tu vois, j'étais loin d'imaginer que le massage, un jour, ce serait ma vie professionnelle. Mais par contre, dans tous les premiers métiers que j'ai eus, donc j'ai bossé dans le mécénat, j'ai bossé en agence de com, j'ai bossé dans l'édition, j'ai donné des cours en école de commerce et en école de journalisme, j'ai été directrice des études d'une école de journalisme, enfin ouais, j'ai eu plein de vies en fait avant celle-là. Mais dans tous ces métiers-là, le soir, le week-end, sur mes vacances, je massais. Tu vois, et donc en fait, ça a toujours fait partie de moi et fait partie de ma vie. Et ça a tellement fait partie de ma vie que Joël, il y a des années, mais ça fait, je sais pas, 25 ans, je pense, peut-être même plus, m'avait tapé sur l'épaule un jour en me disant, de toute façon, toi, tu finiras formatrice chez nous. Et ça m'avait fait doucement rigoler à l'époque. Ah ouais. Vraiment, parce que moi, j'étais cadre en entreprise, enfin, tu vois, je pas du tout là-dedans. Et donc, je l'avais regardé genre, ouais. Cause toujours. Et en fait, Joël a de nombreuses qualités, mais c'est aussi un grand visionnaire. Et le jour où effectivement, après avoir fait tous les cursus de l'école, parce qu'en fait, Janine un jour m'a dit, mais ça y est, t'as tout fait. Va faire les cursus à l'école maintenant que t'as fait autant d'ateliers avec moi. Ah ouais. Passe tes certifs, on sait jamais, ça pourrait te servir un jour. Excellent. Donc du coup, j'ai passé mes certifs entre 2001 et 2003, mais moi je suis née en 74, donc 15 ans en 89, tu vois, donc j'ai commencé à suivre des cours entre 90 et 2000. J'ai eu mes certifs à l'école entre 2001 et 2003, mais ça faisait déjà des années et des années que je massais. Et X années après, j'ai suivi la formation de formateur, du coup, à l'école de Joël, parce que j'avais commencé à animer des ateliers en cadre associatif pour le plaisir de transmettre. Et puis qu'un jour, une école de massage m'a proposé de transmettre. Et que là, d'un coup, je me suis dit, mais je suis pas formatrice, moi. Enfin, j'ai donné plein de cours en amphi et tout, mais je suis pas formatrice en massage. C'est ça, parce que c'est particulier. Hein. C'est une pédagogie à part, ouais. Et donc, j'en ai parlé avec Jacqueline Tonnet, qui était la directrice pédagogique de l'école et qui, d'ailleurs, a signé et rédigé la postface de mon nouveau bouquin. Et elle m'a dit, fais la formation de formateur, et puis voilà. Donc, pendant 2 ans, parce que c'est une grosse formation de formateur, j'ai suivi ce cursus. Et du coup, après, j'avais et dans les mains ma technique de praticienne et les compétences de formation. Et je suis rentrée dans l'équipe pédagogique permanente de l'école et je me suis occupée des modules sur l'Ouest. Puisqu'entre-temps, j'avais pris la décision de vivre en Bretagne. Dans l'ordre, j'ai fait plein de séances à domicile quand j'étais à Paris. Donc, sans avoir le droit de le faire, mais ça. Le bouche à oreille, le réseau. À l'époque, on était tous un peu rebelles aussi. Oui. Donc, on massait comme on pouvait. Alors, ça va faire vraiment vieux, mais il n'y avait pas Internet à l'époque. On n'avait même pas le droit d'avoir une carte de visite sur laquelle il y avait écrit massage. Donc, c'était que du bouche à oreille. Donc, je faisais effectivement un peu de domicile, voilà. Mais j'étais pas installée professionnellement, je vivais d'autres métiers. Donc en fait, je massais mes potes, mes proches, voilà, et quelques amis d'amis. Du troc, du service, on s'entendait, très clairement. En fait, j'ai commencé vraiment à installer et à créer mon cabinet. Ma fille, elle avait 1 an, donc en 2008. Et en 2008, j'ai effectivement créé le nom de Karananda. Je vivais déjà en Bretagne. Ma puce avait 1 an et j'ai installé mon cabinet de massage vraiment en centre-Bretagne à l'époque. Et tu avais encore un autre métier à côté ? Ouais, alors je faisais encore de la correction, pas mal, et de la réécriture. Et encore un petit peu de maquette, mais principalement de la correction et de la réécriture.
parce que en étant jeune maman, c'était vachement pratique. Ça me permettait aussi d'avoir du temps. Tu bossais devant ton travailler ordinateur. à la maison, Okay. ouais. C'est ça. Ouais, chouette. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça paraît très loin, cette époque où notre métier n'existait pas et le terme même n'existait pas, et on pouvait pas exercer sans prendre un procès d'équiné, de l'ordre d'équiné, c'est ça, pour exercice illégal du massage. Aujourd'hui, ça paraît complètement irréel, mais en vrai, c'était hier. On en a parlé, mais Joël, il a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle L'affaire massage bien-être, que moi je conseille à tous mes élèves qui s'installent aujourd'hui pour... C'est pas si vieux, quoi. Non, c'est pas vieux. C'est il y a 25 ans. Et je crois que quand on exerce dans un métier, c'est important d'en connaître un peu l'histoire et savoir dans quel contexte réglementaire on existe aujourd'hui. Alors oui, on est dans une profession dite non réglementée. Oui, il y a tous les abus possibles sur le marché, et on en parlera sûrement, j'imagine, mais aujourd'hui, quand même, il y a une fédé. Quand même, il y a un terme qui nous permet d'exister. On peut avoir de la com aujourd'hui, alors des fois il y en a même trop, mais on peut avoir un site internet, une carte de visite, on peut exister, on peut avoir une plaque, on peut... Et on peut mettre le mot massage. Et on peut mettre le mot massage parce que le code de la santé publique, il a été réécrit, et que, Joël, il a gagné une première fois, quand il était en procès avec les kinés. Ils ont fait appel, il a regagné, ils ont refait appel, ça a été des années et des années de combat. Et aujourd'hui, mine de rien, même si tout est compliqué, c'est quand même vachement plus simple que ça n'était à une époque. Ouais. Mais je te rejoins vraiment sur l'historique du métier. Parce que ça peut-être expliquer, alors déjà, pourquoi on arrive au massage. Peut-être qu'il y a aussi une résonance dans son histoire avec l'histoire du massage en France. Et peut-être aussi pourquoi il y a des résistances quand on s'installe. Enfin, en tout cas, là où je te rejoins vraiment, c'est important de comprendre d'où on vient, d'où la profession vient, et surtout 25 ans, c'était hier, quoi. Et c'est aussi notre pour ça histoire, que moi quoi. j'incite, plus d'ailleurs, mes élèves à lire des choses sur le massage, à être adhérents à la fédé. Oui. Quand je dis la fédé, c'est la FMBE, il y en a plusieurs des fédérations dans nos métiers, mais bon, d'abord, moi, celle à qui je suis liée de cœur et professionnellement, et c'est un acteur aujourd'hui absolument considérable qui met un nombre de choses en place pour qu'on puisse exister pour de vrai, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avoir un code NAF, avoir un code APE spécifique et pas juste le 96 là d'entretien corporel qui est un peu trop vague. Fourre-tout. Qu'on soit plus une profession non réglementée, qu'on existe avec un intitulé qui pour le grand public donne une vraie clarté sur ce qu'on est, ce qu'on fait, qui est différent du boulot des kinés, qui est différent du boulot des esthéticiennes, et qui est très différent entre un praticien qui a fait juste un atelier de 3 jours et qui s'installe, parce qu'en fait il y a rien qui l'en empêche, et quelqu'un qui a fait un cursus de 200 heures, 300 heures, 600 heures, 800 heures, ou qui a 20 ans de pratique. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour le grand public de s'y retrouver. Alors il y a le label, la marque France Massage qui a été créée par la Fédé il y a quelques années, mais c'est encore très récent et il n'y a pas encore eu assez de... Et peut-être pas suffisamment connu par le public extérieur. Mais c'est ça. Dans le milieu, j'ai l'impression que c'est connu, reconnu et que ça commence à parler. Ça commence. Mais dans le public extérieur, c'est fréquent. Je suis sûre que toi, ça t'arrive aussi. Alors, je vais peut-être pas dire une fois par semaine, mais aller plusieurs fois par mois. Que, en effet, un professionnel en massage qui a fait un cursus de 200-300 heures est confondu avec les esthéticiennes. Et c'est dommage parce que mais c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il y a plein de gens qui découvrent le massage en institut et qui que le cadre découvrent le plaisir de se faire masser dans le cadre d'un institut et qui après viennent en bien-être et disent avec beaucoup de gentillesse, de naïveté, mais c'est pas du tout pareil. Mais non, c'est pas du tout pareil parce qu'en fait, en école d'esthétique, on apprend plein de trucs. Le massage, c'est une discipline parmi plein. En école de massage, on fait que du massage, donc on a forcément une main différente. Et je crois que l'intention de notre main est aussi très différente. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils sortent d'une séance, ils se sentent bien avec eux-mêmes, ils se sentent bien dans leur corps. Je vais moi aussi voir une esthéticienne, et
Et quand je vais en voir, je vois bien que son intention, c'est une intention corrective quelque part, d'améliorer, mais c'est ça, de m'aider, hein, sur ah bah ta peau elle est un peu sèche, elle pourrait être comme ci, elle pourrait être comme ça, et puis on pourrait faire ci et ça, et c'est aussi complètement différent dans l'approche, et c'est aussi indispensable et complémentaire que l'approche thérapeutique d'un kiné, où moi si j'ai quelqu'un qui vient me voir avec une entorse, c'est pas mon métier, ou avec un besoin de faire de la rééduque ou de la récupération, enfin. Et je crois que la seule vraie intelligence, c'est d'avoir des termes différents et de bosser tous ensemble. Parce que moi, j'envoie mes clients chez le kiné, chez l'ostéo. Enfin, quand je dis j'envoie, quand je les vois, des fois, je leur dis peut-être ce serait bien d'eux. Enfin, on n'a pas toutes les compétences, ça c'est très clair. Et chaque approche en massage, elle va nourrir le corps différemment. Et en fait... idéalement, si on avait le temps, les sous, tout ça, on aurait besoin de tout, en fait. Il faut un réseau, il faut bosser en réseau avec des professionnels de confiance. Tu vois, moi, j'ai quand même eu le corps très, très abîmé avec les problématiques de santé que j'ai confrontées. Et heureusement que j'ai eu sur ma route des kinés incroyables, des ostéos incroyables, et des gens qui m'ont massé en bien-être et qui m'ont permis aussi de faire la paix avec mes 25 cm de balafre, avec mon corps qui a été quand même malmené et dans lequel je n'arrivais plus à vivre en étant bien. Et c'est parce que j'ai eu et les approches thérapeutiques et les approches bien-être et les approches esthétiques aussi quelque part, qu'à un moment j'ai pu me sentir à nouveau en amitié avec, quoi. Donc non, c'est important. Mais par contre, il faut savoir où on va et ce qu'on va y chercher. Et ça manque un peu de clarté. Voilà, c'est ça, c'est le nom, l'indication, quoi. C'est presque ça, quoi. Comme on est en train de parler du cadre, de la réglementation, de tout ce qui est en cours, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'historique de la FFMBE? On en parlait là un peu en off. En fait, je pense que vraiment le point de départ, c'est les procès que Joël Savatowski a eu avec l'ordre des kinés, clairement. Donc, années 90. Et en fait, Joël, il est kiné à la base. D'accord? Et quand il a voulu transmettre le massage pour tous et ouvrir le massage au plus grand nombre, c'est aussi parce que lui, dans ses études de kiné et dans sa vision de kiné, il trouvait un peu réducteur que il y ait que les kinés qui aient le droit de masser. Et en disant, mais voilà, Joël, il a cette envie de changer le monde et ça fait vraiment partie de son énergie et de choses qui sont extrêmement attachantes chez lui. Et une de ses visions, c'est que pour changer le monde, il faut changer le rapport au toucher. Et je le rejoins vraiment là-dessus. Tout à fait d'accord aussi. Et que si le fait que, alors ça fait un peu 68 ans et tout, mais que si tout le monde se touchait mieux, se massait mieux, machin, etc., le monde irait mieux. Et en fait, en créant du coup la première école de massage bien-être, hein, parce qu'il faut aussi lui rendre ça, c'est que le massage bien-être en France, quelque part, dans l'histoire, c'est quand même lui qui l'a amené avec ce combat de dire c'est du massage pour tous. Et on n'a pas besoin de faire d'anatomie, on n'a pas besoin de ci et de ça, etc. Mais encore une fois, à l'époque, c'était du massage de loisir, d'agrément, ok ? C'est sûr que pour exercer professionnellement, on peut peut-être avoir un discours aujourd'hui un peu différent sur certains prérequis et certaines connaissances qu'il faut avoir au niveau du corps. Et du coup, Joël, à l'époque, donc, a fait l'objet de procès par l'ordre des kinés, mais pas lui tout seul, aussi Jacqueline, qui était donc la directrice pédagogique de l'école, et aussi un certain nombre de formateurs, etc., qui étaient pris dans ce focus fait par les kinés sur cette nouvelle profession qui essayait de se développer, d'exister. De mémoire, c'était Isabelle Robard qui défendait les procès de Joël à l'époque. Et une des stratégies a été de dire il faudrait réunir des pétitions de gens qui seraient prêts à dire mais c'est cool ce que vous faites et ça fait du bien et ouais ce serait bien que vous existiez, etc., etc. Et donc on était un certain nombre, jeunes, disponibles, avec une vie pro qui nous laissait du temps, pas encore d'enfants,
tous à Paris. Je remets un peu le contexte. Voilà. Et régulièrement, on faisait des espèces de happenings, d'événementiels en fait, à différents endroits dans Paris, dans le métro, dans les jardins, aux galeries. C'était de l'action directe en fait. Ouais, c'était ouf. Sur le parvis de la mairie du 18e, devant l'Assemblée nationale, enfin voilà. Et on se retrouvait à X praticiens avec nos chaises de massage et on massait gratos. Et on faisait signer des papiers aux gens pour leur dire, voilà, nous, on est des masseurs bien-être. Enfin, à l'époque, on savait pas trop comment dire. On y croit, on trouve ça génial. Est-ce que vous voulez bien signer la pétition pour dire que vous nous soutenez? Et donc, pour faire ça dans un cadre un peu propre, on a été créé à l'époque l'association de soutien au massage bien-être, l'ASMBE. C'était Martine Monod qui s'occupait de ça à l'époque, aux côtés de Joël, évidemment. Et je dis on parce que j'ai fait partie des gens qui massaient. Et il faut se remettre dans le contexte, hein. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas internet, il n'y avait pas de mail. Donc pour organiser ça, c'était à l'ancienne, au téléphone, machin. Enfin voilà, c'était... Je crois qu'on en a tous des souvenirs assez folklore. Et une fois qu'on avait massé, on avait nos piles de pétitions qu'on donnait à l'avocate, etc., etc. Et un jour, cette joyeuse bande s'est dit que, quitte à avoir réuni autant d'adhérents, autant de sympathisants, autant de gens finalement dans le massage qui y croyaient, peut-être il fallait créer une fédé. Et donc un samedi matin de mémoire, dans un petit salon au premier étage de la Porte-Maillot au Palais des Congrès à Paris, 50 gus, peut-être 60, 70, je sais plus combien on était, mais moi je sais que j'avais la carte numéro 53 ou 56, donc voilà, on était dans ces eaux-là. On participait à la création de ce qui un jour est devenu la FFMBE, quoi. Waouh. Voilà. Et donc là, on était à peu près à quelle année? Alors, je suis pas du tout calée dans le temps et je suis absolument nulle à ça, mais oui, on était autour des années 2000. Donc, il s'est passé quasiment 10 ans ou un peu moins? Il s'est passé entre les premiers procès, la SMBE et la naissance de ce qui allait être la Fédé, oui, je pense. Ouais, quand même, hein. Ouais, oui. Ah, mais ça a été des années extrêmement lourdes à traverser pour Joël et pour toute l'équipe. C'était très dur, très très dur. Et c'est vrai que les premières victoires contre l'ordre des kinés, les procès en appel qui ont été aussi gagnés par Joël, puis la réécriture du code de santé publique, où il est clairement indiqué que le terme de massage est désormais ouvert à des nouvelles professions. Champagne, quoi. Enfin, c'est vraiment la base de ce combat qui permet aujourd'hui de dire, mais mon métier, c'est ça. Et de faire de la formation professionnelle qui amène à pouvoir exercer en massage. Donc, c'est hyper important, en fait. Ouais, super. Moi, je me souviens vraiment, dans les années 2010, c'est là où j'ai fait ma formation en shiatsu, on parlait beaucoup des procès faits aux esthéticiennes. Qui n'avaient plus le droit d'utiliser, justement, sur leur communication, tu sais... le mot massage. Du coup, c'est devenu modelage. Modelage. Et puis, finalement... C'est pareil, procès remporté pour les esthéticiennes et possibilité à partir du moment où le code de la santé publique a été réécrit, que le mot massage est sorti de la définition exclusive des kinés et qu'il y a eu cette petite phrase en bas qui dit le terme massage est désormais ouvert à l'exercice de nouvelles professions, en fait, il n'y a plus de raison de dire massage, modelage, etc. Même si ça avait l'avantage à un moment que dans la tête des gens, modelage c'était esthétique, massage c'était bien-être. Mais c'était pas clair par rapport au kiné non plus, donc c'est quand même pas suffisant et pas voilà. En tout cas, ça a été 20 années à peu près de combat, parce que moi je te parle là de 2010, mais moi je me souviens encore cette espèce de, tu sais, ça fait un peu comme un égrégore un peu. Moi je me souviens dans cette école qui était à la fois une école de shiatsu et massage, il y avait quand même la peur en fait de dire ah oui, mais moi quand je m'installerai, je mettrai pas massage, je mettrai modelage. Mais non, pourquoi modelage chez les esthéticiennes? Donc c'était 2010, donc c'était hier. Et ça c'est toujours toi, tu nous parles des années 90, ça c'est toujours en évolution, parce que aujourd'hui on dit massage bien-être. En même temps, on nous dit qu'on n'a plus besoin d'écrire bien-être puisqu'on a le droit de dire massage. En même temps, il y a un nouveau terme qui est en train d'arriver autour de tout ce qui est prévention, etc. Donc, c'est quoi ce terme? Il est pas défini. Il y a eu plusieurs propositions, mais ça fait partie justement du si tu veux, il faut être hyper vigilant de pas se positionner sur les questions de santé. Bien sûr.
Et D'où et bien-être. de pas risquer d'associer dans la tête des gens qui viennent se faire masser qu'on est là pour les soigner. Ce qui est absolument pas notre métier. On n'est pas des soignants et on n'est pas là pour faire du soin. Maintenant, cette dimension thérapeutique bien-être, elle est faussée aussi parce que dans quelle mesure le bien-être a pas un effet thérapeutique sur le corps, on est d'accord. À partir du moment où on est bien sur tous les plans, notre immunité elle est meilleure, toutes nos hormones, nos neurotransmetteurs fonctionnent mieux aussi. Donc, dans quelle mesure ça a pas un impact sur le corps Bien sûr. et donc un aspect thérapeutique. Enfin, on Et puis, est vraiment sur une confusion des genres qui est extrêmement complexe. Et du coup, il y a un terme autour de praticien, j'ai même plus le mot exact en tête tellement il fait 2 lignes et 25 termes, tu vois. Et c'est pas possible en fait. Il faut qu'on arrive à trouver effectivement quelque chose qui est simple et qui est clair. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'inconvénient de la langue française où elle est tellement riche. Alors c'est l'inconvénient de la langue française, mais en même temps, c'est la difficulté de la création des nomenclatures, des codes NAV, des codes APE, etc. De la compréhension et de la projection que des gens ont encore sur nos métiers. Ou quand même, alors il y a toute la projection esthétique bien-être, il y a toute la projection bien-être thérapeutique, puis il y a toute la projection sexualité aussi, hein. Bien sûr. Et la confusion avec la prostitution déguisée, les finitions, etc. Et où on continue d'avoir ton métier c'est de masser, hein. Ouais, bien sûr. Et voilà, enfin, et vraiment on est sur des cœurs de métiers complètement différents et sur lesquels transmettre cette compréhension est très 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 compliqué. Ouais. Pour faire un petit lien avec ce que tu disais quand tu parlais de thérapie et bien-être, en fait, alors, j'ai plus la définition exacte, mais la définition de l'OMS pour la santé, c'est un état de bien-être. Un état de bien-être, c'est ça. Et donc la boucle est bouclée. En même temps, moi je tiens quand même, tu vois, à cette idée de bien-être. Oui. Moi dans ma boucle de formation, j'ai commencé avec le massage bien-être. À un moment, je suis allée me former sur des techniques dites plus thérapeutiques. Et en fait, je suis revenue à l'idée de bien-être. Et souvent, en conférence, je la définis sur l'idée que le bien-être, c'est être bien. Et qu'en fait, être bien avec soi, avec son corps, avec les autres, c'est vachement plus vaste, quelque part, qu'une approche thérapeutique. Et encore une fois, hein, je suis une fervente défenseuse de l'approche thérapeutique. Mon corps en est le résultat, donc c'est pas du tout pour dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. C'est complémentaire. On parlait tout à l'heure des termes alternatifs, etc. Pour moi, le terme le plus important, c'est le complémentaire. Bien sûr. On a besoin de tout ça, et c'est des métiers qui doivent coexister. Et en aucun cas, l'un doit prendre le pas sur les autres, quoi. Certainement pas. Et c'est là où c'est important de savoir ce qu'on veut aussi, hein, si on veut exercer ce métier. Est-ce qu'on veut être dans le thérapeutique, et dans ce cas-là, on se forme, en bonne et due forme. Et si on est dans le bien-être, on choisit... On se forme aussi. Aussi, mais dans des voies du bien-être. Et je crois que dans nos métiers, un truc qui est très compliqué aussi, c'est ça, c'est que... Alors aujourd'hui, il y a des jeunes qui se forment directement pour être praticiens au massage, mais comme sur nos générations qui existent encore parce qu'on a que 50 ans, on a tous eu d'autres métiers. On est tous en fait le fruit d'une synthèse entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait en bien-être. Et je crois que c'est ça qui donne aussi ce côté extrêmement complexe pour les gens à comprendre finalement un praticien par rapport à un autre. Parce qu'on exerce tous aussi avec cette complexité et une écoute différente, des compétences différentes. Et tu vois, moi j'ai une sage-femme dans ma formation longue en ce moment. Sur certains trucs, je module parce que je dis à tout mon groupe, ça vous pouvez pas, vous avez pas le droit, vous êtes pas soignant. Elle, oui. Elle est soignante. Donc elle a des patients. Nous, on a des clients. Elle a un positionnement différent parce qu'elle est soignante et qu'elle elle peut être amenée à exercer avec ses mains, mais dans le cadre de l'exercice de son métier. Donc, tout ça, c'est très différent aussi. Et quand je t'écoute, là, c'est très judicieux, merci d'appuyer là-dessus. En fait, il est question de quoi ? Il est question de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'en effet, si tu sais que tu es issu d'un métier du soin, donc la sage-femme, par exemple, eh bien,
tu sais que ton cadre de sage-femme, il est là, tu sais que si tu te formes au massage, bah, si c'est pour exercer dans ta profession, tu connais le cadre. Si c'est pour exercer en plus, c'est encore un autre cadre. Alors, tu parles de responsabilité, je pense qu'il y a très clairement la responsabilité du praticien et qu'il y a... Là aussi, on parlait de formation tout à l'heure, il y a toute la formation à la technique, mais il y a aussi toute la formation au savoir-être, à la posture, au contexte réglementaire, etc. Et il faut arrêter de penser qu'une formation massage, c'est juste d'apprendre à masser. Oui. Ça, c'est un bout. Mais il y a aussi tout le côté installation professionnelle, être entrepreneur, etc. Et puis toutes ces compétences-là de savoir-être, j'ai envie de dire, qui sont super importantes dans l'exercice de nos métiers. Mais c'est vraiment important d'être aussi dans la conscience que cette responsabilité, elle est partagée. Il y a la responsabilité du praticien, puis il y a la responsabilité du client aussi. Et la responsabilité du client, surtout aujourd'hui où on est dans une société d'information où quand même, avec Internet, tout est ultra facile d'accès, ben, c'est d'aller s'informer. Oui, tout et à fait. Avant d'aller se faire masser, de regarder le site, mais pas juste de regarder si les couleurs sont jolies ou si c'est bien écrit, hein, mais de regarder si le praticien, il indique où il a été formé. Mais je crois que c'est vraiment important quand on se dit, tiens, j'ai envie de me faire masser, vers qui je vais me tourner, de regarder si quelque part sur le site, il y a un peu de transparence. Est-ce qu'il y a des infos claires au niveau du statut? Est-ce qu'il y a des infos claires au niveau de la formation, du nombre d'heures? Est-ce qu'il y a un historique sur est-ce que la personne elle masse depuis 2 mois ou depuis 20 ans? Elle peut masser très très bien en massant depuis 2 mois. Hein. Je dis pas qu'il faut masser depuis longtemps pour être un bon praticien, mais je crois que c'est important pour les gens qui se font masser de savoir où ils vont un petit peu. Et il en va de ça en séance comme en formation d'ailleurs, d'avoir une vision un peu claire sur l'équipe, sur qui forme. Est-ce que les gens qui forment c'est des anciens élèves de l'année dernière qui d'un coup s'improvisent formateurs comme ça parce que comme l'école grandit, bah dans chaque promotion, hop, on en prend 2-3 qui sont un peu bons puis ils deviennent formateurs. Mais on ne devient pas formateur comme ça. On apprend à former, on apprend la pédagogie. Enfin, ça fait partie des trucs qui me font bondir. Donc, oui, mais pareil. Il y a des attestations de compétences dans nos métiers, mais le terme de certification ne peut être utilisé que si il y a un certificat, un CQP qui existe au niveau national. Et en massage, il y en a pas. Il y a un CQP spa praticien, mais il relève de l'esthétique, pas du bien-être. Il n'y a pas de CQP en bien-être pour le moment. Donc, le terme de certificat, on peut pas l'utiliser. Moi, je suis une école de formation. On délivre des attestations de compétences. On peut pas délivrer ni de diplôme ni de certificat. Donc, il faut être vigilant. Maintenant, quand on a été formé en 2000, bah, c'était pas super clair. Moi, sur certains de mes papiers, il y a écrit certificat. Mais aujourd'hui, quand même, avec le RNCP, les CQP, les diplômes d'État, etc., il y a plus de transparence, plus de clarté là-dessus. On pourrait en parler longtemps, mais je crois que cette histoire de responsabilité, elle est essentielle et qu'il y a vraiment une responsabilité du praticien. Et ça, moi, j'insiste dessus en formation énormément. Mais il y a aussi une responsabilité du client. Oui. Qui aujourd'hui prend pas beaucoup le temps d'aller regarder les infos, alors qu'elles sont supposées être accessibles et accessibles facilement, quoi. Ouais, tout à fait. C'est de la responsabilité individuelle, et en effet, elle est partout, quoi. Et peut-être que là où peut-être cet épisode il participera à ça, peut-être aussi que en tant que professionnel de l'accompagnement, ben on peut aussi donner cette info en disant à notre futur client. Peut-être que ce sera avec moi, peut-être que ce sera pas avec moi que vous allez prendre la séance, mais en tout cas, prenez le temps, voilà, sachez qui je suis, et je pense que notre métier, il est là aussi, il est d'informer que l'autre est responsable de son corps, de son être, on remet pas son corps dans les mains de n'importe qui, quoi. Tu parlais de formation, Juliette, je veux bien qu'on aborde un petit peu ce côté de ta profession, de tes activités. Tu formes où est-ce qu'on te trouve? Qui c'est qui peut venir te voir? C'est quoi tes modules? Combien d'heures? Voilà. Bon, alors je vais faire comme tout le monde. Alors j'ai un site internet. Mais justement, dans cette envie de rendre l'info transparente, accessible, et quelque part un peu de faire figure d'exemple en disant, voilà, moi je mets ça sur mon site, quelque part,
essayer d'aller chercher ce type d'infos chez tout le monde, en fait. Enfin, tout à fait. Je sais pas si c'est juste, hein, mais ça fait partie, moi, de mon envie d'informer. Alors, pour ce qui est des formations, je fais différentes choses. À la fois, je fais des ateliers d'initiation pour le grand public, d'abord, parce que c'est important. Moi, je suis venue au massage comme ça. Je suis venue au massage par le loisir, par le plaisir juste d'apprendre à masser, par l'envie de pouvoir masser mon conjoint, par ce plaisir juste d'apprendre le toucher. On apprend tout dans la vie, à lire, à écrire, à compter, à cuisiner, à jardiner, et on n'apprend pas à toucher. Tu vois, ça a pas de sens. Donc, quelque part de pouvoir avoir un peu de technique, et de la technique en massage, c'est pas juste des gestes. C'est aussi comment je me positionne, c'est aussi comment j'utilise mon poids du corps, comment je me fatigue pas quand je masse. Ça, je rejoins Joël. Moi, ouais, allez, changeons le monde, que tout le monde apprenne à masser et à se toucher autrement. Et en plus, même dans une idée de prévention, tu vois, de toutes les violences, etc. Le consentement, c'est super important. Et en fait, dans le monde où on fait de la prévention par le retrait. C'est-à-dire, on a peur de mal toucher les enfants, donc on les touche plus du tout. Mais en fait, alors moi je m'insurge complètement contre ça. On veut amener les enfants à identifier ce qu'est un toucher malveillant et à pouvoir le dire. Eh ben, apprenons-leur ce qu'est un toucher bienveillant. Ouais, tout à fait. Parce que sinon, un enfant qui est mal touché, il sent bien dans son corps qu'il y a un truc qui va pas, mais comme il sait pas ce que c'est un toucher qui va bien quelque part, bah en fait il est dans le doute, il sait pas dire, et puis il a pas appris à mettre des mots. Tu sais, même en formation adulte, j'ai ça sur les premiers exercices de ressenti. Mettre des mots pour qualifier le toucher, c'est ultra difficile. Ouais. Et on voudrait qu'un petit bout de chou soit capable. Bah non, en fait. Ouais, tout à fait. À part un gamin qui a, depuis tout petit, intégré ça et effectivement appris ce que c'est le toucher bienveillant, appris à mettre des mots sur ce qu'il ressent, on n'est pas éduqué, on n'est pas formé à ça du tout. Et donc, c'est pas inné, quoi, la quelque part, cette démarche d'atelier grand public, pour moi, elle amène ça. Ouais, super. Et la démarche de mes bouquins, c'est ça aussi, en fait. Tu vois, et c'est ma manière, moi, de vouloir changer le monde en amenant ça. En plus, les ateliers grand public, ils sont importants pour moi parce que quand j'ai des futurs élèves qui se posent la question, c'est une façon de leur dire, ben, venez déjà tester. Sur un atelier qui est financièrement et en temps pas impliquant, c'est une soirée, c'est voilà. Donc pour ça, je fais des ateliers mensuels en collectif. Alors, moi, le collectif, c'est 8-10 personnes maximum. Hein. Petit groupe. À taille humaine. Ben, sinon, je vois pas comment je peux m'occuper d'eux, en fait. Hein. Je me vois pas trop à l'américaine avec un micro sur une estrade. Allez, on fait tous ce geste-là. C'est pas possible, c'est pas moi, ça. Donc, je fais ces ateliers mensuels. Depuis le Covid, je fais des ateliers en privatif. Okay. C'est un truc que je faisais pas trop avant, mais qui m'a été demandé, en fait. Ouais. Donc, je me suis mise à faire des ateliers en privatif en duo, en couple. Okay. Et en famille. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment de la transmission loisir, plaisir, grand public. Et puis, j'ai tout un volant de mon activité qui est vraiment mon activité de formation pro, où là, je vais avoir un cursus complet qui s'adresse aux gens qui veulent faire soit une reconversion, soit une primo-installation. Et en même temps, un accès à ce cursus complet avec des modules qui permet à quelqu'un qui exerce déjà, bah, tu vois, toi, t'es formé en shiatsu, tu veux faire un cursus de massage à l'huile, c'est possible. T'es déjà formé à l'huile, tu veux apprendre le massage assis, c'est possible aussi. Okay. Tu travailles déjà à l'huile, mais tu voudrais recevoir les femmes enceintes. J'ai un module autour de la maternité, mais qui a le prérequis de s'adresser à des gens qui massent déjà et qui massent déjà professionnellement. Pour moi, c'est un module de spécialité. Donc, dans un module de spécialité, je prends pas des gens qui débutent. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'ai comme ça sur tout cet aspect professionnel, le cursus complet qui est un cursus agréé par la Fédé, hein, parce que mon centre de formation fait partie des écoles agréées en France. On est une trentaine. Pour vous donner une idée, il y a, je sais pas, 350 écoles. On est 30 et quelques à être agréées. Enfin, voilà. Et du coup, cette entrée modulaire qui permet à
j'ai un module autour du massage du bébé, pour quelqu'un qui travaille autour de la petite enfance, qui Bien bosse sûr, en ça peut être très crèche, intéressant. c'est Ouais. possible de venir Ouais. suivre juste ces 2 jours-là. Tu peux ne pas avoir envie de te former de manière longue au massage, mais avoir besoin d'apprendre un truc spécifique. Donc, c'est pour ça que j'ai cette double entrée. Ta formation longue, elle dure combien d'heures, combien de temps, pour rendre un peu concret les Alors, choses? elle dure 210 heures en salle, plus une bonne centaine d'heures de pratique personnelle. Elle représente 30 jours de formation. En C'est 30 présentiel. jours en présentiel sur 1 an et demi, Ouais. 2 ans. Ouais. Parce que le massage, ça s'intègre, ça s'infuse, ça prend du temps. Ouais. Et en fait, globalement, moi je forme le lundi et le mardi. Et je suis à mon cabinet mercredi, jeudi, vendredi. Après, j'ai quelques cursus qui sont sur 3 jours, mais... Et du coup, les élèves qui font par exemple le cursus de massage à l'huile, c'est 10 jours, et c'est 5 fois 2 jours, et c'est 2 jours par mois. Pour qu'à chaque fois, il y ait du temps pour pratiquer, Bien pour sûr. s'entraîner, pour que tout ce qui chemine en soi pendant la formation ait le temps de bouger aussi, parce que il faut pas se leurrer, une formation de massage, c'est un travail sur soi C'est une énormissime. transformation. C'est clairement ça. Et que ça nécessite du temps de digestion, en fait. Oui, Clairement. tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est 210 heures de présentiel en salle sur alors, il y en a qui le font sur 6 mois. Ok. Mais alors, eux, je les vois tous les lundis, tous les mardis, non-stop, voilà. En moyenne, les gens le font sur 12 à 15 mois, parce que j'ai mes modules qui sont programmés plusieurs fois dans l'année. Et puis voilà, donc ça ça y a un rythme permet, qui se répète. voilà. Okay. Et puis, il y en a qui prennent le temps de prendre le temps. J'ai des élèves qui font un module ou 2 modules par an, et ils vont peut-être mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans à faire tous les modules, mais c'est leur rythme et c'est très bien comme ça. Et je tiens absolument à ce que ça reste comme ça, même si l'informatique nous contraint à mettre des débuts de cursus, des fins de cursus, que mes formations elles sont Calliope, donc elles sont ouvertes à la prise en charge, et que quand t'as une prise en charge, ça doit être fait dans l'année, etc. Donc c'est très verrouillant. Mais en fait, en vrai, je crois qu'il faut apprendre à son rythme. Et si on n'avait pas tous ces verrouillages, parce qu'il faut cliquer dans des trucs et que ça doit tenir dans des cases, je pense qu'on apprend mieux quand on apprend dans la durée que quand on apprend tout d'un coup, où en fait, quand il reste 30%, c'est déjà pas si mal. Mais... On revient un petit peu à ce qu'on disait au début, en fait, hein, l'apprentissage sous contrainte, c'est pas de l'apprentissage, c'est du bourrage de crâne. C'est du bourrage de crâne, ouais. Et là, clairement, on peut pas être du bourrage de crâne. Ouais, c'est ça. À un moment, si c'est trop, c'est lui, trop. Il dit stop, quoi. Il dit stop, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de prendre le temps sur un cursus de massage. Et je me rends compte que les élèves que j'ai eus il y a des années avec des cursus qui étaient sur 5 jours, où par exemple, on faisait 10 jours à l'huile, mais avec 2 semaines de 5 jours, et ceux qui font 5 fois 2 jours, il y a une différence. Il y a une différence dans la main, parce qu'en fait, on n'apprend pas pareil dans la durée. Et voilà, moi j'aime bien qu'on puisse prendre le temps. En fait. C'est intéressant. Alors c'est vrai que des fois ça contrarie des élèves qui voudraient, voudraient faire une formation d'une semaine et puis s'installer la semaine prochaine. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas mon approche et c'est pas ce que je peux transmettre. On en avait parlé encore avant qu'on programme ce podcast, cet enregistrement. Il y a aussi l'idée qu'il y a la formation en massage, mais il y a aussi le fait de s'installer à son compte, qui est aussi un autre métier. Et ça aussi, ça prend du temps, ça aussi, il faut se former. Et puis si on a toujours été salarié, par exemple, bah, c'est aussi un état d'esprit un gros différent. switch, c'est ça, au niveau de l'état d'esprit, parce que c'est un monde et puis on va vers un autre monde. Est-ce que, peut-être pour revenir toujours dans l'idée d'inspirer, de parler de ton exemple, est-ce que tu peux nous raconter, toi, à quel moment tu t'es dit, voilà, ma fille a 1 an, je travaille à la maison, c'est pratique, je fais de l'édition, la relecture et tout ça, mais je fais aussi du massage, et à quel moment tu t'es dit, là, ça y est, c'est bon, je vais Alors déjà, moi je me suis dit ça bien avant, parce que j'ai été salariée un petit peu dans ma vie, pas longtemps, juste assez pour me dire ça c'est pas pour moi, ça va pas être possible. Donc moi-même quand je faisais de la réécriture, avant de faire de la correction,
quand je faisais de la maquette, quand je donnais des cours dans différentes écoles et tout, j'étais déjà freelance en fait. Ouais, t'avais déjà intégré la posture d'entrepreneur. J'avais déjà intégré la posture d'entrepreneur. Ouais. Après, il y a un truc aussi, c'est quand même, moi je suis passée par une prépa HEC, par une grande école, parce que je suis diplômée de l'EDEC, et du coup, dans mes études, moi j'ai appris tout ça. Moi j'ai appris à gérer une boîte, j'ai appris à faire un business plan, j'ai appris, j'ai eu des cours de finance, de market, de com, de droit, Tu sais piloter une entreprise. Moi, je viens de là, en fait. Et du coup, quelque part, j'ai même pas eu à me poser la question. Quand j'ai commencé à vouloir gérer mon activité, t'avais le savoir-faire. J'avais déjà le savoir-faire. À l'inverse, je me suis rendu compte, à l'époque où j'étais formatrice avant d'avoir mon centre de formation, qu'il y avait un décalage entre des élèves qu'on voyait en formation, qui avaient des mains incroyables, une acquisition de techniques fabuleuse, mais qui s'installaient pas, ou qui y arrivaient pas, ou qui au bout de 2 ans renonçaient, ou enfin... Et en fait, ce qui pêchait, c'était pas la technique de massage, c'était la compétence de gestion. Parce que, tu vois, alors, encore une fois, ça va faire un peu vieux con, je suis désolée de ce côté un peu dinosaure, mais quand moi j'étais en école, le statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur, etc., il n'existait pas. Bien sûr, c'est récent. Et encore une fois, Internet n'existait pas. Mm. Et donc, quand on voulait créer une boîte, on savait qu'on partait pour 1 an à 3 ans de boulot préalable. Et que du coup, avant de monter son entreprise, il fallait se former à plein de choses. Et que pour l'entreprise, elle existe, il fallait montrer un dossier comme ça. Alors, c'est sûr que le statut d'auto-entrepreneur, quand il a été créé, il a changé la vie parce qu'en 3 clics, hop, tu crées ta boîte. Tout à fait. Mais c'est pas parce que tu crées un numéro administratif que t'as intégré une logique de créateur d'entreprise, que tu sais ce que c'est qu'avoir une posture d'entrepreneur, que tu es capable de faire et ta compta, et ta com, et ton marketing, et ci, et ça, et tes prévisionnels, et ton plan d'action. Et tout ce qui va avec. Et en fait, quand je trouve que ce statut, il est hyper dangereux quelque part. Alors, il est génial parce que ça permet de plus avoir le frein administratif de se dire je vais monter une boîte. Il est simple niveau administratif. Mais il est extrêmement dangereux parce qu'il fait croire que sous prétexte qu'on a créé un truc, on a créé sa boîte. Et ça, c'est pas vrai. Créer une boîte, être patron, être son propre patron, en fait, dans la vraie vie, ça veut dire que tu t'arrêtes plus jamais. Parce que quand t'as fini tes séances, t'as tout ton administratif à faire. Quand t'as fini l'administratif, t'as toute ta com. Quand t'as fini toute ta com, t'as tout ton ménage. Et enfin voilà, dans notre métier, il y a aussi toute la partie buanderie, qui est quand même vachement importante, blanchisserie. Et en vrai, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le cerveau qui est à 2000% tout le temps. Il y a plus de jours fériés, il y a plus de week-ends, il y a plus de vacances, il y a plus, on n'a pas une équipe. On est tout seul. Et on est tout seul à tout faire. Donc, il faut quand même avoir une personnalité un peu particulière pour enfin, tu vois ce que c'est, hein, parce que toi, tu fais une formation pour aider les gens, justement, à passer dans cette posture d'entrepreneur. Je voudrais faire un podcast à part entière sur le sujet. Si je me trompe pas, le côté vivre sa vocation, c'est ça, quoi. C'est j'ai une envie, j'ai une idée, il y a une technique que j'aime, j'ai envie d'en vivre. Ok, ça c'est le point de départ. Pour le petit aparté, j'en suis aussi arrivée à créer cet accompagnement, cette formation à l'entrepreneuriat, parce que tellement attristé de voir des personnes qui avaient un potentiel dans leurs mains ou dans leur écoute, et de me dire, mais pourquoi toi tu te lances pas alors que sur le marché, il y a, pareil, on va dire les termes, il y a des charlatans, il y a des voleurs, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et ces personnes qui ont des compétences extraordinaires n'y arrivent pas juste parce qu'en effet, elles n'ont pas le savoir-faire et le savoir-être, enfin les compétences d'un entrepreneur, d'un patron. Donc, et du coup, c'est vrai que dans nos métiers du bien-être, il y a beaucoup ce truc. J'ai fait un podcast là-dessus il y a pas très longtemps qui était est-ce qu'être mathseur, c'est un métier qui détend? Parce que ça dépend pas qui. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un métier qui détend l'autre. Mais après, nous, il faut pas se leurrer. Enfin, moi, mes élèves, par exemple, ou mes clients, ils ont une vision de moi comme quelqu'un d'hyper détendu, d'hyper cool. Et souvent, mes élèves, je leur dis en rigolant, mais demandez à mon mari et à mes mômes, je peux être une pile, je peux faire 1000 trucs en même temps, je peux me lever à 11h du soir alors que je suis en train de bouquiner pour descendre et noter un truc sur un post-it dans le bureau parce que je veux pas oublier. Enfin, j'ai le cerveau qui tourne
tout le temps, en fait. Après, ça va bien avec qui je suis aussi. Mais je te disais au début, dans l'enregistrement, j'ai besoin de silence. Mais en fait, un des trucs que moi, je trouve dans mon métier, dans ce qui m'apporte à moi, pas que j'apporte aux autres, hein, mais qui m'apporte à moi, c'est ce côté méditatif et silencieux quand je masse. D'un coup, c'est comme si je me posais en posture et que je méditais. Ouais, j'ai plein de frissons quand tu dis ça. Ce que je n'ai pas dans mon quotidien. Parce que dans mon quotidien d'entrepreneur, et dans mon quotidien de directrice d'école, et dans mon quotidien de paperasse Calliope, et dans ton quotidien de maman. Faut pas l'oublier. Il y a j'ai pas de place pour hyper ça, actif, en quoi. fait. Ouais. Et on a beaucoup cette projection, je crois, quand on vient se former en bien-être, de se dire, je vais faire un métier à la cool, en fait. Enfin, je vais faire un métier qui fait du bien, je vais donner du bien aux autres et tout ça. Et ça, c'est génial, mais ça, c'est le petit bout émergé de l'iceberg. Tout à fait. Il y a tout le reste en dessous, quoi. Et je crois que malheureusement, il n'y a pas assez de transparence là-dessus ou de prise de conscience de ça. Et du coup, moi, j'amène mes élèves à cheminer beaucoup là-dessus en formation. Alors, de temps en temps, ça fait des petits downs, hein, quand même, pendant la formation, parce que d'un coup, ils ont un peu le poids du monde sur leurs épaules en se disant, j'avais pas réalisé que c'était tout ça, et j'y arriverai jamais, etc. Donc, il y a des outils, enfin, au niveau de la Fédé, les écoles agréées, où on a des partenariats et des avantages élèves avec plein de structures qui font de l'accompagnement. Moi, au niveau de mon école, je fais des partenariats aussi, hein, puisqu'on avait dit qu'on en ferait un d'ailleurs avec ta formation d'accompagnement là-dessus, pour essayer de leur donner un maximum d'outils. Mais après, c'est que des outils, c'est-à-dire qu'il faut s'en servir, quoi. Et ça prend du temps et de l'énergie, et il faut pas se leurrer. Si on le fait pas, on va dans le mur. Ouais, et c'est malheureux, mais c'est une réalité, quoi. Oui. Et peut-être même encore plus aujourd'hui, je trouve, enfin, tu peux aussi, toi, me dire ce que t'en penses avec ce recul de ta posture de dinosaure, hein, je me permets. Enfin, en tout cas, je trouve que post-Covid, alors désolée de reparler de ça aussi, il y a tellement un boom au niveau des réseaux sociaux qui a aussi encore plus, tu parlais du statut d'auto-entrepreneur qui peut donner un côté édulcoré à être son propre patron. Et je trouve que les réseaux sociaux, vu qu'on a été à un moment donné que là-dedans, parce qu'on pouvait plus se voir, plus se toucher, etc. Bon, bah, il y a eu tous les réseaux sociaux et le en ligne, avec du coup ce côté aussi très édulcoré de bah, c'est facile, 2-3 clics, 3-4 images en ligne et je vais être visible. Bien, non. C'est pas suffisant, c'est pas que ça. Je sais pas si on peut réduire ça aux réseaux sociaux. Je crois que c'est aussi l'évolution du monde dans lequel on est. Alors, le lien avec le Covid, oui, c'est clair. Parce que pendant le Covid, on a tout trouvé en ligne et on s'est formé en ligne et on a survécu comme on a pu, effectivement, au travers de l'ordi et de cette aspiration de contenu, d'inspiration, etc. qu'on pouvait faire avec Internet. Mais je crois qu'on est un peu dans cette illusion qu'on peut tout apprendre avec 3 tutos, quoi. Et on le fait tous. Ouais, enfin, je veux dire, moi je dois changer gratuit, quoi. Alors c'est pas moi, en général c'est mon mari, hein, mais on doit changer le joint de la machine à laver. On commence par aller regarder s'il y a un tuto. Enfin, tout à fait. Après bon, il se trouve qu'il bricole très très bien, donc en regardant le tuto, il s'en sort. Je pense que si moi je le fais, jamais le joint il est posé. Sauf que là c'est à titre, tu vois, c'est pour toi, chez toi. Mais cette extension là, on l'a surtout tout le temps. Bah oui. Et ça prend une telle proportion qu'aujourd'hui, on apprend le massage en ligne. Alors, et moi, la première, j'ai dû enregistrer des modules de formation en ligne. Parce que un organisme de formation qui est Calliope, il doit proposer des choses aussi en ligne. En e-learning. Et en e-learning. Alors maintenant, tout dépend comment tu le vends, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Moi, je le vends en disant, la formation en ligne, c'est bien soit pour rencontrer indirectement le formateur et se dire ouais ça me plaît bien, j'irais bien me former. La formation elle est dans 6-8 mois, j'ai l'impatience de commencer avant, je me fais le e-learning pour le plaisir et après je vais me former en présentiel. Et donc dans ces cas-là quelque part c'est du blended,
Et moi, je fais un tarif aux gens en présentiel quand ils ont fait du learning avant. Parce que, quelque part, ils ont quand même appris des trucs. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une bonne raison de faire de l'e-learning. La deuxième, c'est de réviser. Je peux avoir des gens qui sont venus à l'inverse en présentiel, qui pour 1000 raisons de vie, parce qu'on en a tous... Et c'est génial. Il y a des mois qui se sont passés entre la formation et le moment où ils se disent « je vais me servir de la technique ». Et là, tu te dis, même avec les supports pédagogiques, c'est pas assez. En fait, j'aurais besoin vraiment d'une piqûre de rappel. Alors, moi, j'ai fait le choix en tant que formatrice que tous mes élèves qui sont déjà venus en formation, ils peuvent revenir à vie autant qu'ils veulent, gratos, dans le module qu'ils ont suivi, hein, évidemment. Mais parfois, parce qu'ils habitent à l'autre bout de la France, parce qu'il faut se loger, manger, etc., c'est moins coûteux pour eux d'avoir l'accès à l'e-learning pour réviser. Et là, c'est une autre très bonne manière pour moi d'utiliser un e-learning. La troisième bonne, pour moi, utilisation, c'est quelqu'un qui masse déjà depuis des années, donc qui a déjà une posture, une compétence de massage, et qui va suivre un e-learning pour enrichir son vocabulaire. Tu vois ? C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu sais masser, si tu regardes une vidéo, tu peux apprendre des manœuvres. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a tout le non-dit qui n'est pas sur la vidéo, de placement, de poids du corps, de travail de la respiration, de qualité de toucher, de qualité de présence, enfin, on pourrait en parler encore une journée, qui sont pas dits dans la vidéo, mais que toi, t'as déjà. Oui. Et donc, tu peux te contenter de prendre le geste. Mais sinon, le geste en lui-même, apprendre le massage en vidéo, ça veut dire réduire le massage à 10% de ce qu'est un massage. Juste apprendre des gestes et enchaîner des gestes. Et comme moi, je suis pas du tout dans une transmission protocolaire du massage, pour autant je transmets du cadre, hein, beaucoup, mais pas de protocole. C'est-à-dire, j'ai pas le mouvement 1, puis le mouvement 2, puis le mouvement 3, et tout le monde fait la même chose au même moment. Ça, c'est pas possible pour moi. Et c'est pas possible dans l'approche que j'ai de ressenti d'un corps. Il n'y a pas deux corps qui se ressemblent, je vois pas pourquoi on pourrait masser deux corps de la même manière avec le même enchaînement de mouvements, fait de la même façon. Le problème quand t'apprends en vidéo, c'est que t'apprends par imitation. Tu regardes et t'essayes de reproduire. Pire que tout, tu regardes la vidéo et tu t'entraînes en même temps. Et là, t'es avec la vidéo, t'es pas avec la personne que tu masses, en fait. Et ça, c'est le drame pour moi de l'apprentissage en vidéo. Ça peut être hyper intéressant et ça peut être catastrophique. Et d'ailleurs, on a eu une grosse discussion à la Fédé l'autre jour sur est-ce qu'on permet la validation quelque part d'un cursus de formation en vidéo ou pas, parce que aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui font tout l'enseignement en vidéo. Pas forcément des écoles de massage, mais en esthétique notamment. Moi, j'ai régulièrement des élèves qui m'envoient des candidatures en me disant mais enfin, il faudrait que je touche quelqu'un en vrai, quoi. Et on peut pas apprendre le massage en formation initiale en vidéo, c'est pas possible. Un tuto n'apprendra jamais à bien approcher un corps, à bien poser ses mains dessus, à l'écouter respirer, à ressentir la musique, comme dirait Christian Hieronymus, dont on parlait tout à l'heure, et à caler une juste présence, une juste distance, une juste pression, avec une vidéo, c'est non, bah non. Ouais, merci pour c'est presque philosophique en fait, parce que ça vient vraiment poser la question de la relation en fait, de la relation à soi. Est-ce que soi-même on est connecté à un ordi avant de se connecter à soi ? Enfin, c'est presque ça, hein, si on pousse mais on est dans un métier de la relation, le schéma jusque-là, ouais, c'est ça. Et après, voilà, c'est comment je vais être en relation avec l'autre. Et je pense que là-dessus, on est assez d'accord en fait sur l'aspect humain nécessaire, le fait de prendre son temps, le fait de questionner. Et puis peut-être pour un petit peu venir, tu vois, regrouper tout ce qu'on s'est dit là. Enfin, en tout cas, processus de reconversion professionnelle ou même primo-métier, oui. Mais peut-être dépassons, enfin en tout cas c'est peut-être notre message, hein, tu me corriges si je me trompe, mais c'est de dire
oui, c'est possible d'exercer ce métier en France aujourd'hui, même si c'est pas complètement finalisé dans la réglementation, le cadre, la dénomination, la certification qui n'existe pas. Et c'est une chance aussi, parce qu'une fois que ce sera complètement défini, on sera enfermé dans un cadre c'est ça, aussi. comme un kiné ou un ostéopathe. On peut aussi tout inventer, quoi. C'est ça. Et du coup, moi j'ai cette double facette, c'est-à-dire qu'à la fois j'aimerais qu'on soit dans un métier réglementé parce que ce serait plus simple pour 1000 raisons. Et en même temps, j'adore être dans un métier qui est pas réglementé parce qu'on peut tout inventer. Et en tout cas, ça demande de le tester, de l'expérimenter, de prendre le temps de se former, peut-être aussi d'aller vers différents formateurs. Ah mais oui. Voilà, de toute façon, on a une technique souche. C'est ça. Et puis après, on se forme toute la vie parce que il y a des techniques dans chaque culture, il y a des techniques dans tous les pays du monde. Je crois que c'est tu vois, c'est ça. Une fois qu'on a mis la main dedans, on se fait aspirer. Et on change, nous, aussi, en tant qu'humains, à mesure des années qui passent. Oui. Et à mesure qu'on change, on a envie de... J'avais ma prof de réflexo, Françoise Bureau, qui est en Suisse, qui disait il faut ouvrir les yeux qu'on a au bout des doigts. Oui. Mais c'est vraiment ça. Quand on masse, on apprend à regarder avec nos doigts. Et il faut absolument une technique souche et il faut absolument remettre en question cette technique souche en la nourrissant avec d'autres techniques régulièrement. Je crois que c'est vital. Puis ça fait tellement bien d'être en posture d'apprenant toute sa vie. C'est ça. C'est clair. Ça, et puis le fait aussi de se dire que oui, de se mettre à son compte, c'est de devenir son patron, sa patronne, que c'est un métier qui s'apprend aussi, et d'être en réseau. Ah oui. D'être en réseau, j'ai envie de dire multidisciplinaire, c'est-à-dire, oui, certes, on travaille dans un métier du toucher, mais on peut être en collaboration avec d'autres professions qui sont dans le métier du toucher, et non, ils ne sont pas nos concurrents. Ah non. C'est là où je te rejoins, moi, dans les 10 années où j'ai travaillé en tant que praticienne en shiatsu, je travaillais en collaboration avec des ostéopathes, je travaillais en collaboration avec des kinés, et on s'envoyait mutuellement du monde. Et aussi avec d'autres praticiens en massage bien-être. D'abord, parce que nous, on a besoin de se faire masser. Exactement. Et puis, parce que ce serait, je pense, très orgueilleux et complètement illusoire de penser que notre main, notre être, notre énergie... la meilleure ou la seule. Et convient à tout le monde. Tout à fait. Oui. C'est important aussi de pouvoir orienter quand... je peux avoir quelqu'un qui veut une main très légère, par exemple, etc. C'est pas ma main du tout. Et que je puisse l'orienter vers quelqu'un qui a une main effectivement plus douce quelque part que la mienne. Et c'est pas du plus-moins en termes de jugement, c'est une énergie différente. Et je crois que c'est fondamental. Et moi, quand je veux me faire masser, j'adore me faire masser dans des techniques que je pratique pas. Parce que tu lâches je lâche complètement, je reçois complètement. Et c'est hyper important. Et moi, je travaille avec, du coup, en réseau avec des métiers qui sont pas mon métier du tout, mais aussi avec des gens qui font le même métier que moi, mais qui l'exercent autrement. C'est génial, merci de le préciser. Et même des anciens élèves vers qui j'envoie aussi mes clients. Et c'est super important, je crois. Génial. On se garde un petit temps, parce que je vois que le temps tourne. J'aimerais qu'on parle de tes livres. Ah ouais. J'aimerais qu'on parle de tes livres. Est-ce que tu les as avec toi, là? En plus, tu m'as dit de les avoir avec moi. Donc comment tu fais pour... Alors, former, masser et en plus écrire. Eh ben, je crois que c'est surtout que je pourrais pas faire autrement, en fait, en vrai. Quand je suis en séance, je suis dans une relation face à face, en duo, et une relation hyper privilégiée avec les gens que j'ai la chance, pour beaucoup, d'avoir depuis des années en séance. Parce que j'ai une clientèle qui est très fidèle et c'est des moments incroyablement authentiques et intenses et voilà dans cette relation en duo. Et je m'appuie aussi sur la pratique que j'ai en cabinet dans ce que je raconte à mes élèves en formation. C'est aussi pour ça que les formateurs qui sont juste des anciens élèves et qui n'ont pas d'année d'exercice, quelque part je sais pas de quoi ils parlent en fait parce qu'ils sont pas leur pratique et leur expérience en cabinet pour raconter des choses qui sont de la vraie vie. Et c'est aussi pour ça qu'un formateur qui pratique plus décroche et à un moment raconte des choses qui sont plus en adéquation avec
la réalité du terrain et du métier, parce qu'on est dans un métier qui bouge aussi beaucoup. J'ai besoin aussi de la formation parce que la dynamique du groupe, c'est autre chose, parce que la transmission, c'est autre chose, parce que la pédagogie, c'est incroyablement nourrissant, et que comme j'ai que des petits groupes et des élèves quand même sur des cursus un peu longs, il y a des liens, il y a aussi quelque chose, tu vois, de l'ordre de la relation, là aussi, qui se noue et qui est incroyablement intense. Et transmettre le toucher, c'est pas anodin, c'est pas neutre, donc je crois que je me nourris aussi énormément de ces moments-là de transmission au groupe. Et de la même manière que j'ai besoin de silence et que je trouve ce silence intérieur quand je masse, l'écriture, le rédactionnel, tout ça, ça fait partie de ma vie aussi. Et en fait, quand j'écris un bouquin, j'ai des temps de coupure quelque part. Alors c'est une forme de coupure un peu, voilà, parce qu'elle est sur ordinateur et tout ça, hein, j'écris pas sur des cahiers avec une plume. Voilà. Donc je suis pas complètement coupée, j'utilise internet aussi et les logiciels que j'utilisais quand je faisais de la correction, etc. Mais néanmoins, c'est des temps de recherche, c'est des moments de retour à soi, c'est des moments d'introspection aussi, c'est des moments de création. Et je trouve un équilibre dans les trois. Alors, là où effectivement ta question elle a du sens, c'est en termes horaires. C'est-à-dire que la journée fait 24 heures. Voilà, et il faut dormir à un moment donné. Il y a des périodes où je me dis c'est trop. Ouais. C'est comme ça que le premier bouquin il est sorti en 2019 et que l'autre il est sorti que en 2024 parce que des envies d'écrire j'en ai plein, des thématiques de bouquins j'en ai plein en tête. Mais je crois que quand j'ai écrit un bouquin, ça a pris aussi tellement d'énergie aussi à la vie de la maison, à mes proches, autant que j'ai ou que j'ai pas pour les enfants, qu'il faut une pause aussi, hein, entre deux livres pour voilà. Et c'est pas pour juste retrouver de l'inspiration parce que je crois que j'ai déjà les 2-3 prochains en tête, mais pour retrouver le temps matériel de plus être dans cette course effrénée que représente d'écrire un livre en plus de gérer un cabinet et de gérer une école, quoi. Ça me fait penser un petit peu au cycle des saisons, ce que tu racontes là. C'est comme si quand il y a les trois tout en même temps, c'est l'été qui est intense et il y a besoin de l'automne derrière et que voilà, ça fait partie du cycle et du process. Et en même temps, on a toujours cette vision de l'hiver comme un moment où il se passe rien et tout, mais en fait tout se passe en dessous, quoi. Dedans, quoi. C'est ça. Et il y a complètement cette énergie-là. Voilà. Et donc la petite actualité, c'est celui-là. Parle-nous du dernier. C'est qu'il est sorti le 6 juin autour des activités du coup qu'on peut proposer en famille et de comment on peut gérer le lien autrement en famille. Moi, je rencontre dans les ateliers que les enfants, ils ont toujours énormément envie de donner, en fait. Et on est toujours, nous, dans notre posture d'adulte, à vouloir transmettre à l'enfant, montrer à l'enfant, faire à l'enfant. Mais l'enfant, il a envie de faire avec, en fait. Et donc, tout l'objet de ce bouquin, c'est comment on fait ensemble. Et ça permet aussi à l'enfant d'apprendre à faire tout seul, parce qu'au fur et à mesure, il se réapproprie les techniques, et donc il est capable de les faire en autonomie. Mais à la base de la base, on fait avec. Et donc, on nourrit le lien et on nourrit la complicité autrement. Et un enfant qui est épanoui, il est épanoui aussi parce qu'on l'a nourri sur tous ces plans-là. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Quand j'ai vu, quand t'as communiqué un petit peu dessus et que j'ai vu le titre, je me suis dit, bah tiens, où est-ce que tu vas chercher l'inspiration ? Est-ce que c'est... Moi, la première chose qui m'est venue, c'est de me dire, bah, sans doute avec tes enfants. Mais là, quand je t'écoute, tu me parles des ateliers, du coup, que tu fais. Bah, les deux, évidemment. J'ai mis une petite dédicace à ma fille à la fin parce que... Oui, obligé, j'imagine. Évidemment, une grande partie de tout ce que j'ai pu inventer, créer, etc., que j'ai expérimenté, nourri, inventé avec elle. Mais oui, bien sûr, tous les enfants que j'ai croisés en atelier enfants, en atelier parents-enfants, ils ont fait naître tout ce qui est là-dedans. Ouais, évidemment. Excellent. À qui tu conseilles cet ouvrage ? Est-ce que c'est vraiment une famille avec des enfants en bas âge, par exemple ? Est-ce que... 3-10 ans, 3-12 ans, avant 3 ans, c'est compliqué parce qu'en termes de motricité, etc., on n'est pas dans le niveau de motricité de ces exercices-là. Oui.
Et après, selon les gamins, entre 12 et 15 ans, ils sont tous différents. Donc, t'en as qui sont pré-ados C'est tôt, ça. et t'en as qui le sont Il faut plus plus les tard. toucher. Donc, Ouais. et encore une fois, il y a plein d'exos où on touche pas l'autre. Ouais, C'est ouais. de l'automassage, ou alors c'est vraiment des pratiques différentes, parce que tu parlais du yoga tout à l'heure. Moi, j'en Dans ai le fait rapport pendant au 15 corps, ans. ouais. Donc, il y a des choses qui Ouais. viennent aussi d'autres disciplines que le massage, et des étirements, et des respirations, etc. Donc, Ouais. Donc on peut aussi imaginer de se dire qu'il y a un parent qui peut être intéressé parce que, par exemple, les enfants sont grands, mais elle est tata, par exemple, on va imaginer ça. Donc hop, elle peut se dire, bah ou tiens, quand on est grands-parents, ou voilà, quand... c'est ça. Mais ça se trouve, le grand, l'aîné, qui a 16 ans, va plonger dans le bouquin, et puis finalement va avoir 2-3 trucs d'étirement, de respiration, il peut se c'est l'approprier. possible. Est-ce que tu le conseillerais aussi aux professionnels qui bossent, par exemple, dans les crèches ou auprès justement des enseignants? Si les enseignants ont pris ton premier ouvrage, est-ce que le deuxième... Alors, effectivement, celui-là, il était, on le voit, ouais, il était sorti chez Hatier. Et donc, Hatier, c'est un éditeur scolaire. Donc, C'est ça. celui-là, il était Très spécifique. spécifiquement dédié aux enseignants et aux enseignants de la grande section au CM2 6e, à peu près. Avec l'idée d'avoir des outils à pratiquer en classe. Il y a une grande partie des exercices qui sont similaires. Parce que ça reste ma base de travail, ça reste ce que je transmets dans la formation qui s'appelle Anime Kids, qui est justement pour pouvoir animer des ateliers avec les enfants, les ados. Donc je vais pas réinventer tout mon vocabulaire. Par contre, les fiches sont pas écrites du tout de la même manière, parce qu'on s'adresse pas pareil à un enseignant et à une famille, et l'objectif est pas le même. L'objectif dans les fiches que j'avais développées dans le premier était vraiment pour développer tout ce qui est attention, mémorisation, concentration, etc. et favoriser le climat scolaire. Celui-là, il est pour s'amuser, pour se défouler, pour rire un bon moment, donc la façon de transmettre l'exo est différente aussi. Okay. Voilà. C'est donc, super clair. Voilà, ils sont un peu complémentaires et en même temps, ils peuvent peut-être faire un peu double emploi pour les gens qui ont les deux. Je sais pas. Et en même temps, quand on est dans les apprentissages, et moi je l'ai appris parce que j'ai pratiqué longtemps le Qigong, et les maîtres en Qigong, ils disent que c'est par la répétition et la répétition et la répétition qu'on intègre. Donc peut-être que même s'il y a un enseignant qui a pris ton premier ouvrage, le deuxième, il entendra sur certains aspects une répétition, il y aura forcément. Et il entendra autre chose. Parce que quand lui on aussi, le dit différemment, c'est on ça, l'entend voilà. différemment aussi. Puis il a peut-être évolué, puisque tu dis qu'il y a donc là, il y a 5 ans, c'est ça, entre les deux? Ouais, 2019 et 2024, c'est ça. Donc en 5 ans, eux aussi ont changé. Et mon discours, il a dû changer aussi, même ça. Sur la base des mêmes exercices. Donc de toute façon, voilà. Cet ouvrage, pour terminer peut-être là-dessus, sauf si tu veux rajouter quelque chose, où est-ce qu'on peut le retrouver? Celui-là, il est sorti chez Erol, donc on peut le trouver dans toutes les librairies. Est-ce que tu vas faire des signatures, j'aimerais bien. T'as des dates de prévues? Non, pas encore. Il y a une librairie avec qui on en parle depuis avant qui sortent, parce que c'est mes libraires de cœur, et voilà. Juliette, merci beaucoup pour ce temps. Est-ce que tu voudrais faire une phrase de fin, un mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais offrir comme écoute, aux auditeurs, auditrices? Beaucoup discuté déjà. Je te remercie parce que tu me disais on manque de témoignages en fait. Et si mon petit bout d'histoire il peut, j'ai pas envie de dire inspirer parce que voilà, il y a une dimension d'orgueil derrière, mais éclairer, en tout cas pouvoir partager, raisonner, mettre en miroir des choses, etc. Pour d'autres, je pense que c'est très précieux ce que tu m'as proposé et offert. Voilà, et puis il y a quelque chose de pas si évident à être dans cette transmission, un peu dans ce côté grand âge là, et en même temps qui est pas très confortable, mais qui est super émouvant aussi, parce que quelque part revisiter tout ça, c'est intéressant et c'est étonnant aussi. Donc non, je crois que c'est un très 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 beau métier d'être dans le bien-être, et je crois que s'il y a un mot de la fin, c'est que si c'était à refaire, je referais la même, clairement, parce que c'est un métier qui m'épanouit absolument, mais qu'il faut pas imaginer que c'est un métier facile. Maintenant, est-ce qu'il y a un métier facile? Je suis pas sûre. Donc, à choisir, faites ce métier, il est chouette. Ouais, merci. Et puis, bon éclairage sur le chemin, voilà, de chacun, chacune.
et que en effet les mots qu'on a échangés ensemble puissent aider, soutenir, éclairer. J'aime beaucoup ce mot. Merci, je vais le garder. Avec plaisir. Eh bien, merci à toi. À bientôt Juliette et merci encore. Un grand merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. Et oui, il est un peu long, 1h30, mais 1h30 de pépites. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il va éclairer votre chemin de professionnel dans l'accompagnement, de professionnel en reconversion, de professionnel en massage. Et puis pour le petit clin d'œil, eh bien, Juliette a failli arriver en retard à son cours de pilates, tellement notre rendez-vous a été long, mais bien heureusement, elle a pu assister à son cours. Donc encore merci Juliette, et retrouvez l'ensemble des liens et références dont on a parlé avec Juliette en commentaire de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un avis ou vos idées pour les prochains épisodes. Je vous lirai et répondrai avec grande joie. Pour faire vivre le podcast Je peux pas, j'ai l'une, merci de vous y abonner et de le partager.